21 octobre 2009, cour d'appel d'Angoulême. Cette femme, qui entre au palais de justice entourée de sa famille, s'appelle Corinne. Ce jour est un des plus importants de sa vie, car l'homme qui va être jugé aujourd'hui est son père. Claude Dulot est accusé d'avoir tué sa femme Annie. Aujourd'hui, cet homme de 68 ans joue son avenir. Corinne, la fille de son premier mariage, a toujours été à ses côtés. Aujourd'hui, plus que jamais. On veut le faire passer pour un monstre avide d'argent, etc. Il n'y a pas de mobile, il n'y a rien. C'est absolument pas lui. Ça ne peut pas être lui. À quelques mètres de là, Véronique, la fille de la victime, est persuadée, elle, de la culpabilité de Claude. On sait que c'est lui. Nous, on en a l'intime conviction. On sait très bien qu'il a prémédité le geste. On ne sait pas si ça sera retenu, hein, mais tous les éléments le prouvent. À l'audience, ce sont deux familles qui s'affrontent. Et c'est la deuxième fois en moins de 2 ans. Car aujourd'hui, il s'agit du procès en appel. Claude Dulot a déjà été condamné en première instance à 12 ans de prison. Nous avions suivi son procès en juin 2008 devant la cour d'assises de Bordeaux. À l'époque, il comparaissait libre et clamait son innocence. Je sais que je suis innocent, mais la décision appartient au juré. Mais pourquoi Claude Dulot est-il accusé d'avoir tué sa femme Annie? Le drame se déroule à Saint-Loubert, dans un petit village tranquille du Bordelais. C'est dans cette maison que vit le couple Dulot. Annie est gérante d'un bar, Claude lui est à la retraite. Ils forment un couple sans histoire. Le samedi 29 janvier 2005, comme tous les week-ends, Claude se rend à la chasse avec le frère d'Annie. Il quitte la maison à 7h30 du matin sans réveiller son épouse. Annie est endormie. À midi, Claude et son beau-frère rentrent à la maison. Les volets étaient tout fermés encore et tout. Alors bon, j'ai dit à Pierrot, tiens, qu'est-ce qui s'y passe? Annie est malade ou... Alors je rentre, j'appelle Annie assez fort, quoi. Et puis bon, bien sûr, pas de réponse. Je suis monté dans ma chambre, quoi, si vous voulez. Et là, en m'approchant du pied du lit, et j'ai vu qu'elle avait eu le coup de fusil sur la nuque. Annie a été assassinée. Alors là, j'ai gueulé, quoi. Enfin, j'étais quand même un peu en pleurs. Une demi-heure plus tard, les gendarmes arrivent chez les Dulot. L'enquête commence. Les premiers éléments sont formels. Annie a été tuée pendant son sommeil avec son propre fusil de chasse. Son meurtrier a pris l'arme posée sur l'armoire. Il l'a chargée et tiré à bout portant dans la nuque. Ensuite, il a reposé le fusil près du corps d'Annie. Sur la scène de crime, aucune empreinte, aucune trace ADN. Les médecins légistes font une première estimation. Le crime aurait été commis avant 7h30 du matin. La seule personne présente à ce moment-là dans la maison, c'est Claude. Il fallait quand même savoir où se trouvait le fusil. Il fallait savoir prendre les cartouches qui allaient avec ce fusil. Il fallait savoir où tout ça se trouvait. Et il n'y a qu'une personne qui savait tout ça, c'est Claude Dulot. Mais pourquoi Claude aurait-il tué Annie? En apparence, le couple menait une vie sans histoire. Quand il rencontre Annie en 1995, il a 54 ans, elle en a 51. Ils ont déjà de grands enfants de précédents mariages. À l'époque, tout le monde remarque qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je pense qu'ils étaient amoureux, les deux. Ouais. Oui, ils étaient complices. Il y avait des moments de complicité, de fou rire, de choses comme ça, ouais. Je voyais maman heureuse, épanouie. Je me disais qu'enfin, elle avait trouvé le bonheur auquel elle aspirait tant, après pas mal d'années difficiles pour elle. Donc j'étais contente pour maman, tout simplement. Mais lorsque Claude arrive à la retraite, son comportement commence à changer. Je pense que c'était le début, ouais, d'une mini-dépression qui après a empiré, voilà. Je pense qu'il n'a pas supporté le fait, déjà, d'être à la retraite, de devenir un homme inactif. Pour lui, c'était synonyme de non-reconnaissance sociale. La société n'avait plus besoin de lui.
Donc, en fait, il n'était plus que chez lui pour œuvrer au jardin ou à divers petits travaux que nécessite une vie courante, notamment quand on vit à la campagne. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est maman qui a fait les frais un petit peu de tout ça, de son mal-être à lui. Entre Claude et Annie, rien ne va plus. Mais aucune preuve formelle ne démontre que c'est Claude qui aurait tué sa femme. Pourtant, sur leur intime conviction, les jurés de la cour d'assises de Bordeaux condamnent Claude Dulot à 12 ans de prison. C'était en juin 2008. Retour à la cour d'appel d'Angoulême. Cette fois, les jurés vont-ils acquitter Claude Dulot ou au contraire, le condamner une deuxième fois? À la barre, Véronique, la fille d'Annie, va livrer un témoignage accablant contre Claude. Un jour, elle a été témoin d'une scène de violence contre sa mère. Je suis restée à l'extérieur parce que j'ai entendu des cris violents. Et j'ai vu, parce qu'il y avait des grandes baies vitrées, la gifle qui partait. Et donc la maman est sortie, entre-temps il m'a mis un coup de poing en rattrapant. Maman est arrivée, elle avait la tête toute rouge, elle était en larmes, elle se tenait le bras. Et donc là vite, Rosie, une amie de maman, lui a dit qu'elle s'arrêterait à la gendarmerie. Moi j'ai rentré maman à l'intérieur et Dulot m'a suivie. Et là je me suis interposée et Dulot a eu un geste de la main comme ça envers moi qu'il n'a pas fait parce que je l'ai défié du regard. Un témoignage difficile à entendre pour Claude Dulot. Pendant toute l'audience, il reste impassible. Une posture qui lui fait du tort auprès des jurés. À l'interruption de séance, sa fille Corinne est inquiète. Je suis un peu stressée, parce que les jurés écoutent, connaissent rien de la vie, ni de ce qui s'est passé. Donc tout ce que les gens disent a de l'importance. À la reprise de l'audience, les jurés découvrent un autre élément accablant. Une semaine avant la mort d'Annie, Claude a contacté 2 agences matrimoniales. Et il a aussi fait appel à un marabout. Avait-il prévu de refaire sa vie? Véronique, la fille de la victime, en est convaincue. On trouve à croire, par ses faits et gestes, notamment ses appels à l'agence matrimoniale et téléphonie rose, qu'il s'est cherché à tout prix de débarrasser de maman, ainsi que son intervention auprès d'un marabout. Voilà, donc pour moi, il y a préméditation et c'est ce que nous allons amener le juré et la cour, si vous voulez, à pencher en cette faveur pour nous. Violence conjugale, agence matrimoniale, marabout. À la fin de la première journée, c'est un portrait peu flatteur de l'accusé qui se dessine. C'est vrai, dans le dossier, nous avons de multiples pièces qui attestent du fait que M. Dulot a, une dizaine de jours avant ce drame, contacté des agences matrimoniales. Bon. De là à dire, parce que c'est ce que soutient l'accusation, de là à dire que parce qu'il a contacté des agences matrimoniales, il avait déjà programmé de tuer sa femme et par conséquent de la remplacer, je trouve qu'il y a un pas qui est trop vite franchi. Juste pour le marabout, il m'en avait parlé le lendemain du décès, le seul jour où on s'est vu quand il était encore en liberté. Il m'a dit, j'ai fait une connerie, j'ai dépensé des sous, j'ai été voir un marabout. Corinne croit toujours à l'innocence de son père. Mais ces révélations vont-elles influencer les jurés? Le lendemain matin, Corinne arrive la première au tribunal. Elle espère que les enquêteurs et les experts qui vont témoigner aujourd'hui à la barre apporteront des éléments concrets pour innocenter son père. Cette enquête a été bouclée à charge tout le temps. Le coupable idéal était tout de suite là. Et l'enquête n'a pas été faite correctement à mon avis. Corinne et Maître Gatta espèrent que des pistes qui n'ont pas été explorées à l'époque seront éclaircies aujourd'hui. Vous avez pu vous entretenir avec M. Dulot? Oui, je me suis entretenu un petit peu avec lui hier. Ça n'a pas été une journée facile hier pour lui parce que finalement, il n'a pas beaucoup donné la parole. Donc, il a très envie de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est quelqu'un qui attend beaucoup de la journée d'aujourd'hui pour pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur depuis ce 29 janvier 2005. Donc, il est très motivé, très hargneux, j'allais dire, de pouvoir s'expliquer. L'audience reprend. Claude Dulot parviendra-t-il à s'expliquer? Les experts vont aborder un point crucial, l'heure exacte de la mort d'Annie. Pour l'un d'eux, elle serait morte avant le départ de Claude à 7h30.
Mais l'autre n'exclut pas la possibilité qu'elle soit morte après 7h30. Et à ce moment-là, Claude a un alibi, il était à la chasse. La mort a pu intervenir avant 8h. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle a pu intervenir avant 9h? Oui, on ne peut pas l'exclure. Donc cette absence de précision, cette possibilité, cette éventualité, cette incertitude a été prise par l'avocat général comme une certitude. Et c'est là justement où on a faussé un peu le jeu en disant il est certain que l'heure de la mort remonte avant 8h. Il est probable que M. Dulot se trouvait dans la maison à ce moment-là, donc eh bien, il est probable que ce soit lui qui l'ait tué. Voilà le seul élément du dossier. Et plus on avance, et plus cette thèse-là, à mon sens, tente à s'effriter. La Cour va maintenant examiner un autre point négligé au moment de l'enquête, la piste dite du 4x4 rouge. La veille du drame, 2 témoins auraient aperçu un homme d'une quarantaine d'années, brun, avec une moustache. Cet homme aurait quitté la maison des Dulot très contrarié, au volant d'une voiture rouge tout-terrain. Un portrait robot est diffusé 1 an et demi après les faits. Une piste qui n'aboutira nulle part. Cet après-midi, Maître Gatta va pointer les incohérences de l'enquête. Il va notamment chercher à savoir pourquoi ce portrait robot n'a été diffusé que 14 mois après le décès d'Annie. Et de la part des enquêteurs, il n'obtiendra aucune réponse précise. Il est quand même extrêmement long. Mais pourquoi on n'a pas exploité cette piste-là? Pourquoi on n'a pas recherché cette personne avec j'allais dire, empressement? C'est vrai que M. Dulot est un petit peu désabusé de voir quand même des gendarmes qui ont quand même forgé son dossier, qui ont mené cette enquête, venir aujourd'hui un petit peu expliquer qu'il y a eu effectivement des petits ratés, des petits loupés, mais que de toute façon, il n'y a que lui qui a pu faire ça. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle ils se sont concentrés uniquement sur lui. L'avocat de l'accusé a-t-il marqué des points? Que diront les jurés? Claude, lui, ne semble pas très optimiste. Il quitte le tribunal sans même adresser un regard à sa fille. Indulgente, Corinne comprend sa réaction. Il se fait une façade, mais ça a été dit dans sa personnalité. C'est cette génération à la campagne où on ne dit pas. On ne dit pas qu'on aime les gens, on ne dit pas qu'on est malade, on ne dit pas qu'on est fatigué, on ne dit pas qu'on est triste. Sinon, on n'est pas un os. Mais bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À demain. Voilà, demain, ça va être quoi? Ça va être la belle famille, les enfants d'Annie. Je pense que ça va être très douloureux. Voilà, ils ont beaucoup de peine eux aussi, sûrement plus que moi, mais pour d'autres raisons. Donc, ça va être encore plus dur demain. Mais on est fort, on est préparé. Que la vérité soit faite, surtout. Le lendemain matin, à 9h, Corinne et ses tantes arrivent ensemble au tribunal pour cette 3e et dernière journée d'audience. La nuit a été difficile et la tension se lit sur les visages. C'est la plus grosse journée, la plus dure sûrement. Bien sûr que je suis stressée, comme tout le monde, je pense. Je ne sais pas quoi vous dire, voilà, je suis fatiguée aussi. La matinée s'annonce chargée en émotions, car après le témoignage des enfants d'Annie, ce sera au tour de Claude de répondre aux questions du président. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. Va-t-il avouer ou continuer à clamer son innocence? Nous, on attend une chose. Pour nous, pour notre salut et pour le salut et le repos de notre maman, on a envie de dire oui. Qu'ils se tournent vers nous, qu'ils nous disent oui, les enfants. Voilà, j'ai pété un plomb. J'ai tué votre maman. Voilà, ça ne nous la ramènera pas. Mais nous, quel poids en moins sur la poitrine. Contrairement aux espérances de Véronique, Claude continue de clamer son innocence. Désemparé, maladroit, il n'arrête pas de changer de version. Il va même jusqu'à dire qu'il a été victime d'un complot de la part de sa belle-famille. Pour Véronique, il s'est ridiculisé aux yeux de la cour. Il vient de dire qu'il avait été ensorcelé par la marabout. Enfin, il fait rire même la cour. L'avocat général était plié de rire. Un des assesseurs est parti avec un sourire et en levant les yeux au ciel. Même son avocat, je pense, est dépité. Il a le sentiment que, effectivement, les parties civiles ont pu
monter un dossier, apporter des déclarations pour justement le confondre. Maintenant, c'est au tour de l'avocat général de prendre la parole. Dans son réquisitoire, il demande 12 à 15 ans de réclusion criminelle contre Claude Dulot. Une peine plus lourde qu'en première instance. Bouleversée, Corinne quitte la salle d'audience. Vous êtes inquiète? Pas plus que la première fois, mais c'est la pression. C'est toute cette douleur des deux côtés. Voilà. C'est maintenant au tour de maître Gatta de plaider. Il rappelle qu'il n'y a pas de preuve irréfutable de la culpabilité de Claude. Il va ensuite marteler au juré que le doute doit bénéficier à l'accusé et qu'il doit donc être acquitté. Dans un procès d'assises, le dernier mot revient toujours à l'accusé. Claude s'adresse au juré en leur disant « Je suis innocent, je suis incapable de faire une chose pareille ». La cour se retire. Les jurés vont délibérer. Claude Dulot sera-t-il acquitté ou repartira-t-il en prison? Au niveau de la défense, on n'a rien lâché. Donc il est entre l'espoir d'avoir été entendu, d'avoir été compris dans sa proclamation d'innocence et l'inquiétude de vivre à nouveau ce qu'il a vécu donc, il y a 1 an et demi, cette condamnation pour un meurtre qui, encore une fois, qu'il n'a pas commis. Pour Corinne, l'attente est interminable. On attend. Mais je suis confiante aussi. J'ai les mêmes certitudes qu'avant. Chacune des familles attend dans son coin. Après 3 heures de délibération, la Cour rend son verdict. À la question « Claude Dulot est-il coupable du meurtre de sa femme ?», les jurés répondent « oui » à l'unanimité. À la question « a-t-il agi avec préméditation ?», ils répondent « non ». Claude Dulot est donc condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Annie, la même peine qu'en première instance. Claude se lève et embrasse une dernière fois sa fille, avant de repartir en prison. Corinne, est-ce que je peux avoir votre sentiment après cette décision? Je ne peux plus parler. Je suis désolée. Je suis au bout. Au soir du verdict, Claude Dulot regagne sa cellule. Cette fois, sa condamnation est définitive.